Ah ben Diane, salut, comment ça va? Hey, ça va pas pire, toi, Geoffrey? Ça va correct. Ce temps-ci, je te dirais, je suis pas mal hanté par la vie, la mort, qu'est-ce que je laisse derrière moi, j'aimerais-tu écrire un testament, ça me... Ben des questions dans ma tête par rapport à ça. La vie, la mort, là, ça prend un bon café chaud pour en discuter. Fait que je t'invite. OK? Je suis un peu... ça commence à... Ça commence pas à me hanter, mais à me préoccuper beaucoup, cette histoire-là de vie et de mort. Ouais. Ben, ça fait souvent ça. Tu t'es fait tirer par la manche par la mort. Elle est venue te dire, hey, Geoffrey, ça existe? Souvent, ce qu'on fait, c'est le cerveau est super intelligent, il dit, la mort, là, je vais la mettre de côté, je vais être dans le déni, je vais comme l'oublier, j'ai l'impression que je suis éternelle, ça va bien. Mais elle vient nous chercher, tu sais, elle fait toc-toc, maladie, des parents qui décèdent. Puis là, quand ça vient nous chercher, c'est là qu'on est obligé de dire, bon, je me sauve, je fais du déni, ou j'accepte et j'essaie de dealer avec, d'apprivoiser. C'est pas évident. Ben, je trouve qu'en société, c'est quelque chose qui est tabou, qu'on met loin des yeux, loin du regard. On le démocratise pas d'une façon saine, sereine, faire en sorte que c'est un passage obligé, puis qu'on la regarde en pleine face, puis qu'on dit, hey, on va tous passer par là, puis il y a comme une magie que la vie amène. Puis apprendre à faire la paix, c'est un processus qu'on a toute une vie pour faire la paix avec notre comment qu'on va quitter le monde. Mais ouais, je trouve que de voir ça en pleine face, puis de pas avoir peur de méditer là-dessus, puis de savoir que c'est éphémère, là, Ouais. cette Parce que dans existence-là. tous les êtres vivants, on est les seuls qui ont conscience de notre mort. C'est un peu épeurant de dire que, tu sais, si on serait des imbéciles heureux ou une petite tortue, peut-être qu'on pourrait pas planifier notre mort. Peut-être qu'ils le font, là, peut-être qu'on va le découvrir, mais pour l'instant, les êtres humains, on est les seuls à avoir la conscience d'un délai de vie. Ce qui peut être très anxiogène puis très paniquant de dire, hey, je vais mourir. Puis quand ça va bien, ta santé est là, t'as 20 ans, mais si jamais la mort te tire par la manche, tu peux dire, hey, j'incarne ta chair, t'as une maladie, t'as un diagnostic. Eh boy, et là, tu peux plus faire semblant qu'il est plus là. Fait que t'es obligé de dealer avec ça, ce qui est un peu dur. Mais on est souvent divisé. On a le côté rationnel, le côté plus philosophique ou un côté très religieux. C'est lequel qu'on prend. Toi, tu prendrais quoi? Est-ce que tu parlerais à Dieu? Ben, j'ai déjà eu des conversations avec quelque chose de plus grand, avec un au-delà. Je ressentais pas une présence bien affirmée, mais je pense que j'étais un mélange de tout ça. Je peux être bien rationnel, que c'est de la matière qui va décomposer, autant que je sais qu'il y a une certaine forme de magie dans la vie, quelque chose, il y a un mystère, tu sais, il y a quelque chose d'un peu plus. En même temps que des fois, dans la philosophie, dans la psychologie, je peux prendre ça bien terre à terre, que je trouve qu'on s'en fait beaucoup trop, qu'on se fait bien des histoires, puis dans le fond, c'est peut-être plus simple que qu'est-ce qu'on pense, tu sais. Ouais. J'ai hâte que la science aille creuser puis décortique c'est quoi la mort, parce qu'on se dit, hey, c'est le fun, la mort, c'est l'éternité. C'est quoi l'éternité? L'éternité de quoi? Vas-tu passer l'éternité dans le néant, dans une brume totale où jamais de ma conscience? Puis hey, c'est trippant, c'est-tu comme ça à terre? Tu sais, les promesses que souvent, toutes les dogmes religieux ont fait, s'ils promettaient l'éternité, dans d'autres religions, ils promettent même une quinzaine de vierges. Ah ouais, 40. donc, 40, tu vois, c'est vraiment le bordel, ça, c'est le gros bordel. Fait que tu fais, waouh, mais c'est-tu vraiment tangible? Puis la science, ben, elle n'a pas pu prouver ça présentement. La science, c'est, t'es en décomposition, ça arrête là. Pour ce qui est de l'âme, la science n'a pas prouvé qu'on avait une âme puis qu'on avait une conscience d'une suite à ça. C'est un peu embêtant. Mais tu vois, il y a certaines petits trucs, expériences qui ont été faites. Beaucoup de personnes qui ont fait des near-death experiences, des expériences de mort imminente, témoignent d'une grande lumière blanche, unanimement. C'est des personnes qui sont revenues de la mort, témoignent qu'il y a eu une énorme flash, qui sont faites vraiment englobées par une lumière blanche divine. Ça reste, comme on dirait, le moment culminant, tu sais, de la mort. Ouais. Puis cette hypothèse-là, comme quoi le poids de l'âme aurait 21 grammes aussi, ça a été, je crois, comme prouvé ou comme répertorié souvent. Il y a des patients qui étaient sur des tables d'opération, qu'au moment de leur mort, il y a comme un poids de 21 grammes qui se perd.
Comme quoi le dernier souffle de conscience pèserait 21 grammes. Il y a quand même de quoi Je veux y croire vraiment. Ouais. Mais tu sais, le côté tout scientifique et psychologique, il dit, OK, est-ce que ta lumière blanche, c'est un neurone, ton cerveau qui s'active, puis là, il turn la switch à off, excuse le terme anglais, puis là, t'as vraiment juste ce que tu vois, c'est un blanc, c'est luminescent, c'est blanc. Fait que ça n'a rien à voir avec la spiritualité, mais juste chimique d'une composition d'un cerveau. Oui. Puis que l'effet de perdre 21 grammes, est-ce que c'est l'effet des vapeurs que tu condenses, de l'oxygène que tu as s'expire de ton corps? J'aimerais tellement y croire, mais il y a un côté de moi qui fait je portais à douter, puis c'est le doute qui rend anxieux, mais je doute parce que je me dis, si on reste dans une croyance, on n'ira pas jusqu'à l'acceptation, parce qu'on va toujours être dans la croyance, puis on n'ira pas chercher y arrive-tu de quoi après la mort? Moi, j'aimerais vraiment que le monde creuse puis cherche. Y a-tu un monde parallèle? Ça serait vraiment cool. Tu sais, j'aimerais qu'on cherche plus que juste croire point à la ligne. Pour avoir fait quand même plusieurs expériences de substances psychédéliques, puis chamaniques, puis des voyages transcendantaux à travers l'ayahuasca ou la DMT, puis tout ça, puis qu'on perçoit des univers parallèles qui sont comme derrière la tridimensionnalité qu'on connaît. Derrière cette fine couche-là, il y en a d'autres expériences sensorielles où on est complètement dissous dans le proton, les neutrons, on est vraiment de la matière en suspens. Puis c'est pas sécurisant. C'est quand tu tombes dans l'infiniment petit, puis dans le cosmos, que dans ton corps il se désintègre. Puis c'est vraiment on est poussière d'étoiles, du chaos, là. poussière Oui. d'étoiles. Ouais. Puis c'est pas je vivrai pas là éternellement là-dedans. Je Non, pense que c'est pour ça l'éternité. J'aimerais ça repogner un corps assez vite. Oui, c'est pour ça que l'éternité qui est promise par les religions, on se dit, OK, mais à l'époque que les religions ont été écrites, puis il y avait moins de science, on avait prouvé moins de choses. Est-ce que il y avait conscience que il y a des choses, c'était de la fabulation, c'était des croyances non fondées? Je me questionne. Moi, je suis un peu athée. La seule croyance que j'aime un peu, c'est le bouddhisme, parce que sont conscients qu'il y a une mort, sont conscients de la souffrance. Fait que je me dis, c'est plus de la philosophie, ça fit plus avec moi que de croire vraiment que je vais me réincarner ou je vais m'en aller dans un autre corps au ciel avec ma mère. Ça là, ça me chicote un petit peu plus ces croyances-là. Toi? Ouais, mais en même temps, je pense que chaque personne fait son propre idée aussi, puis s'accroche ou s'attache à l'idée qui la sécurise puis lui fait du bien, tu sais. Parce que ça reste quand même une des plus grandes peurs, puis autant avec le COVID qu'on a vu que la peur s'est emparée très vite de l'esprit des gens. Pourquoi la peur est là, imminente, un peu partout, sur tout ce qu'on touche, que là on a vu, tu sais, c'était très exacerbé, cette crainte-là, cette peur-là, tu sais. Ouais. Parce que c'est comme si les gens l'avaient comme à proximité tangible, palpable. Ouais, Alors qu'avant, c'était plus, tu sais, j'ai le temps encore, là, tu sais. Donc, on a vu comment cette peur-là est enfouie puis elle est jamais bien loin. Tu sais. C'est viscéral. Freud, lui, ce qu'il dit, tu sais, en psycho, Freud, lui, il dit toujours qu'on a une pulsion vers la mort, que quand on est né, la première pulsion qu'on avait, c'est de retourner inanimé puis de retourner à la mort, ce qui est un peu freudien. C'est pas mon préféré de la gang. Mais en psycho, on dit que c'est une pulsion, un n'existe pas sans l'autre. C'est vraiment une porte d'entrée qui est la vie. Puis t'as le théâtre de la vie, puis t'as la porte de sortie. Fait que si tu rentres dans la vie, c'est inéluctable, là. T'en sors. Mm-hmm. C'est juste plate, hein. C'est comme si on avait un timer. Tu voudrais-tu savoir la date et la journée? C'est pas évident, hein? Non. Non? Je pense que c'est de faire son chemin, mais faut entretenir une certaine forme de lien avec un mystère inhérent en dedans de nous, là, qui veut nous parler, tu sais. Cette conversation-là de OK, je suis ici sur Terre pour X nombre d'années, puis qu'est-ce que je suis venu faire, pourquoi je suis ici, puis parce que souvent on peut juste flyer là-dedans comme un jet, puis on arrive à l'autre bout, puis on a comme rien vu passer, tu sais. Ben, ils disent souvent, oui, c'est ça, quand on a un diagnostic de mort, on est souvent dans le déni, on marchande la mort, il y a plusieurs étapes à franchir, on est dans la dépression, finalement dans l'acceptation, mais c'est pas vraiment par ordre chronologique, tu sais, le déni mais je me dis que ça, si on arrive à notre mort, ça se peut qu'on arrive vers la mort, puis tu l'aies pas fait, ce processus-là de paix,
Et tu peux mourir très angoissé, malheureusement. C'est pour ça qu'à tous les jours, on devrait un petit peu apprivoiser la mort. Christophe André, c'est un psychiatre en France, il est super trippant. Lui, il amène ses clients qui ont des diagnostics de mort, il les amène dans les cimetières, puis il parle de la mort, puis il essaie d'apprivoiser la mort, puis il paraît que ça donne un bon écho parce que les gens meurent plus paisiblement. Mais j'avoue que c'est un diagnostic de mort imminente, puis d'aller te promener dans les cimetières, ça peut te confronter à des sensations puis des émotions assez quelque chose, j'avoue. En Corée du Sud, ils avaient des problèmes, ils ont un grand problème de suicide là-bas. Il y a une population très performante académiquement, professionnellement. Puis les directeurs d'entreprise savaient pas trop comment s'y prendre pour motiver les troupes ou garder leurs employés. Puis ils faisaient des expériences de mort imminente. Ils payaient ça à leurs employés. Puis c'était des expériences où tu écrivais ta lettre avant ta mort. Ils te mettaient dans un cercueil. Puis c'était le processus de mourir à petit feu en étant comme encore en vie, de les mettre dans cette mort-là, tu sais, pour pouvoir qu'ils transcendent ça pour passer à autre chose, ouais. Mais c'était parce qu'il y avait ils ont beaucoup de problèmes de ça là-bas, puis ils trouvaient des façons que c'était vraiment puis c'était une entreprise qui avait un service de mort imminente. Ça avait-tu fonctionné? Un rite de passage, ouais. Je pense que t'as pas le choix de pleurer quand puis de prendre conscience. Pourquoi je veux m'en aller vers ce chemin-là? Ouais. C'est drôle, hein, qu'une société qui est toutes nos cellules, chaque atome de notre corps est dans le mode survie, puis d'un autre côté, qu'on peut être assez écœuré, fatigué pour dire non, j'arrête, puis qu'on s'en aille vers le suicide. C'est assez paradoxal, parce que dans notre race humaine, c'est la survie, là. On va survivre à des guerres, des bombardements, la famine, puis jamais on va penser à s'enlever la vie, pourtant la situation est pas pire. Et dans le monde occidental, contemporain qui fonctionne bien, ben le suicide est très élevé. C'est un peu triste et paradoxal. Ouais. C'est quelque chose, le suicide. Ben encore là, c'est dans la pyramide des besoins de Maslow. On est tellement en haut de la pyramide dans la réalisation de soi qu'on n'a plus à penser à notre survie. Donc, quand on se rend compte qu'on est peut-être un petit être humain sur Terre, puis notre réalisation est pas optimale, qu'on commence à s'en faire beaucoup. Tu sais. Le sens de notre vie, la mission qu'on a à faire ici. Exact. Mais ça dépend aussi d'où qu'on est. Comme tu dis, au Japon, il y a différentes traditions. Tu sais, on accueille la mort puis la vie d'une façon tellement différente. On recule juste au Québec. Si tu recules il y a 50 ans, ben les veillées mortuaires, là, ça durait 3 jours, c'était long. Et mon oncle était tout là. On finissait tout sous au restaurant. Il y avait quelque chose qu'on célébrait intensément la vie, malgré qu'il y en avait un mort dans le cercueil. Je me rappelle des rires comme jamais des salons mortuaires. J'ai ri, j'en broyais. Ouais. J'ai eu du fun aux enterrements. Puis là, je me dis, waouh, on a tellement été à l'extrême du plaisir pour travailler avec quelqu'un de couché là, mort. Mais je pense que c'est l'instinct de survie qui disait, gars, on vit, on est en vie, lui est mort. Mais on prenait le temps d'accueillir la mort, de le voir, de le toucher. Ouais. À cette heure, on les incinère, puis c'est des demi-journées. Moi, c'est juste personnel, mais je trouve qu'on jette vraiment le bébé avec l'eau du bain. On évacue trop la mort vite. C'est tabou, hein. On veut plus la voir. Ouais. En tout cas, au Québec, là. Je me souviens quand ma grand-mère est morte, il y avait un curé qui la connaissait pas, qui faisait la cérémonie, qui parlait d'elle. Madame Rita, bonne croyante. Je l'écoutais parler, j'étais comme, c'est qui lui? De qui parle? C'est ma grand-mère. C'est mon oncle. Ouais, J'ai un mon oncle curé, pourquoi est-ce que cet inconnu-là témoigne ou fait hommage à la mémoire d'une femme qui n'est pas connue, tu sais? Du tout. Puis là, moi, j'avais écrit une toune pour ma grand-mère que j'ai chantée, puis là, je parlais de toutes ses vices, tu sais. Ma grand-mère elle fumait des menthols, elle buvait du Jack Daniels, elle allait jouer à Plattsburgh, à Blue Bonnet. Tu aurais du fun avec. Ouais, non, elle avait son petit côté rock'n'roll, puis lui, il voulait que ce soit une bonne croyance, comme, wait a minute, là, attends, je vais te dire ce qu'elle est. Ouais. Mais les morts, souvent, on n'ose pas. Vraiment, c'est un éloge aux morts, hein. C'est la raison funèbre. On peut pas parler en mal d'un mort. C'est correct, là, il est mort. Ouais. Rajoute-en pas, là, il est rendu au bout de son chemin. Mais c'est qu'on processe pas bien tout le niveau du deuil. Dans le fond, on devrait accueillir le chagrin, faire le deuil, puis après, commémorer. Yes, tu l'as, le mort. Tu sais, il y a vraiment des phases à dire, je suis où dans mes phases? Je suis rendu à faire mon deuil, ou je suis dans le chagrin, dans la douleur. C'est pour ça que les 3 jours étaient bons. C'est que tu pouvais passer tes étapes. Puis t'avais plein de monde, la famille te soutenait, t'emmenait manger au restaurant, ils te laissaient pas tout seul, ils prenaient soin de toi pendant que t'étais dans ton deuil. Maintenant, une demi-journée, là, tu t'en retrouves vite chez vous avec la sensation de vide, de deuil. C'est pas évident quand c'est la mort d'un proche, là.
Imagine notre propre mort. Je vais te conter une autre anecdote Oui. de voyage que j'ai eue. Quand je suis allé en Roumanie, j'avais fait du pouce, j'étais arrivé de soir, de nuit, en Transylvanie. Dracula. Ouais. Puis, le matin, quand je me suis levé pour faire du pouce en dehors de la ville, j'ai passé une couple de magasins de pompes funèbres, des cercueils tu sais, vraiment des cercueils à l'ancienne, quasiment clichés en bois avec la forme des Glauque films. un peu, là, tu Mais fais. exposés dans des vitrines comme des mannequins, genre, puis là, c'est comme Ouais. pompe funèbre ici, pompe funèbre là, puis j'étais comme, non, c'est quoi, c'était tellement drôle de voir comme exposer ça. Il s'affichait, là. Ouais, puis de façon artisanale, c'était pas des cercueils comme tout lustrés puis tout. Puis c'était c'était live là, tu sais, c'était dans la rue. Ça faisait partie de la vie du quotidien là-bas. Ouais. Ben, il y a Dracula, j'avoue que c'est Ouais, ça faisait partie du décor, tu sais. du décor. Puis en Inde aussi, tu vois la vie, la mort, comment c'est une machine karmique, tu sais. Ouais. Là-bas, t'as tellement de bébés qui naissent, puis t'as tellement de gens qui meurent. C'est comme la roue infinie de la vie qui arrête plus, là, ce cycle-là, tu sais. Tu t'en vas à Benares, à Varanasi, sur le bord du Gange, là, où ils brûlent les morts, tu sais, comme publiquement. Ouais. Ça fait des milliers d'années que ces feux-là n'ont jamais arrêté, parce que les gens amènent toujours des morts à faire brûler là, parce que pour se faire mettre dans le Gange. Puis tu te rends compte, OK, c'est comme genre... Ils traitent pas leur mort comme nous du Non. tout en Occident. Hein. Je trouve ça triste que c'est devenu une trappe à touristes. J'ai eu des amis qui ont été là, puis qui ont dit « Ah, wow! » Puis ils ont été voir ça comme on va voir des animaux dans un zoo. Là. Puis j'ai dit « Ben voyons donc, ils vivent un deuil, là, c'est un proche, là. Ouais. Tu sais, garde-leur leur intimité, puis ils passent ton chemin, là. » Mais ils trouvaient ça fascinant et exotique de marcher à travers des corps qui étaient morts, des cérémonies funèbres en Inde. Puis j'ai fait « Ah, vous êtes des voyeurs, merde! » Tu sais, oui. J'ai trouvé que les touristes étaient très voyeurs. Ben peut-être qu'on veut s'apprivoiser la mort, puis on veut la voir différemment que de la façon qu'on l'a fait ici avec notre urne. Peut-être c'est ça, je me questionnais un peu. C'est sûr qu'il peut y avoir un peu de voyeurisme parce que ça devient une expérience touristique, exotique, comme tu dis. D'aller voir des gens se faire brûler en même temps que... Je pense qu'il y a moyen d'être témoin de tout ça avec une forme de respect, tu sais. De dignité, C'est tellement ouvert publiquement, tu n'as pas payé dans une place pour aller voir ça, c'est comme... T'arrives sur une rue puis c'est là puis ça se passe, tu sais. Fait que... Mais je pense, d'un autre côté, comme tu dis, ça peut être bien parce qu'on voit un autre concept de comment ils prennent soin des morts. C'est eux qui les lavent, qui mettent le linceul, qui en prennent soin, qui achètent le bois. Ils prennent des photos aussi, je crois. Hein, Nous, on n'en prend plus. À l'époque, on prenait beaucoup de photos de nos morts. Puis il y avait même une mode, je sais pas si tu as vu ça, ça a passé sur Facebook, les morts stagés, là, assis, ils mettaient des carcans dans la tête, puis le mort, ils prenaient des photos de morts en action, debout, assis, au piano. Ouais, non, c'était des souvenirs des morts, mais tu voyais bien qu'il y avait une lividité, puis tu disais, c'est un cadavre, ça. Ah, t'as pas vu ça sur Facebook passer? C'était assez glauque et étrange. Je sais pas ça, j'avoue que être proche du mort, la manipulation, déjà être embaumeur, pour moi, c'est tabarnouche. Ça prend des nerfs d'acier pour faire ce job-là quand même. Ouais. Et je trouve que c'est souvent, tu sais, encore là, c'est un métier très tabou qu'on connaît pas beaucoup, là. Non, très tabou. C'est souvent de famille en famille, c'est de père en fils. Puis je connais Jean-Pierre Grégoire des salons funéraires. Puis ça, je disais, Jean-Pierre, la mort est tellement proche de toi. Ben, la religion le soutient beaucoup. Puis c'est un acte naturel. Puis lui, il se dit, dans ma job, je prends soin des gens. J'aide à la famille à leur dire un dernier adieu dans quelque chose de beau, de très humain. Fait, sa façon de l'amener, je trouvais ça génial. Mais moi, personnellement, je travaillerais pas dans une pompe funèbre. Non, faut se garder notre sensibilité de côté, mettons. Oui, oui. Mais ça nous éloigne parce que si, dans d'autres cultures, ils lavent les morts, ils en prennent soin. Nous, on l'a comme enrayé de notre vie, mais je crois que ça nous empêche d'être confrontés à la mort, la souffrance, le deuil. Tu sais, si j'ai à laver la dépouille de ma mère, l'habiller, je pense que je vais pleurer ma vie, je vais faire mon deuil un petit peu plus, il va être en processus plus rapidement. Puis ça va être bien. Tu sais, j'ai l'impression qu'on veut rayer la tristesse, la souffrance de notre vie. Ça se raye pas. Même si t'as fait brûler en 3 heures, puis c'est fini, le salon est fermé, tu vas le vivre ton deuil autrement. De toute façon, il est là, tu le portes. Je crois que... Mais je pense qu'il y a quand même une désacralisation généralisée, dans le sens qu'on
on est moins en moins dans le sacré. Tu sais, moi, j'ai l'impression que je fais partie des dernières générations qui ont comme un peu eu les échos de la religion catholique. Ouais. Tu sais, avoir été baptisé. Après ça, je pense que les cours de catéchèse ont juste... Tout a droppé. Ouais, Oui, qu'après les années 2000, je pense que les jeunes ont même plus cette... c'est comme des idées préconçues-là de la vie, la mort, le diable qui te juge, il faut que tu ailles au paradis. Moi, j'ai encore les échos de ça, tu sais, dans ma conscience, mais mes enfants, ils l'ont pas. Ils l'auront pas, tu leur transmettras pas ça. Non. Les nouvelles générations, on est plus dans la spiritualité, ou certaines religions, mais on va prendre par pièce, tu sais, on va monter notre propre spiritualité. On va prendre un petit peu de bouddhisme, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Puis on dit, ben ça, c'est mon petit sac d'outils pour mes croyances, là. Quand ça va aller mal, je vais prendre un peu de ça, un peu de ça. Je vais prendre des maximes de chez Facebook, là, tu sais, un perdu, 10 à trouver, chacun son chagrin. Tu sais, on est comme ça à la pièce. On a un peu délaissé l'Église catholique. C'est pas bête non plus, parce qu'elle était vraiment dans... Dieu était vengeur, Dieu était sévère. Mais faut des pas fois, tout perdre. Il y avait des vertus, des valeurs qui étaient nobles, qui étaient belles. Puis il y avait un questionnement sur la vie. C'est plus qu'il pouvait avoir un peu trop dogmatique. Oui. Peut-être pas laisser la place à chacun de se faire son idée ou de développer ça. Mais il y avait quand même une notion de se questionner sur notre sens. Ouais. Puis à cette heure, on le trouve peut-être pas ailleurs, tu sais. Puis il y avait un rituel, puis les rituels, c'est programme psychologique que plus tu vas jeter les rituels de côté, ben tes épreuves, c'est un temps de digestion. Il faut digérer la chose. Fait que si tu jettes les rituels de côté, ben comment tu fais pour processer ça? Ça prend du temps, puis on prend plus de temps. Tandis que tous les rituels religieux face à la mort, que peu importe la religion, nous aidaient à dire, bon, on va prendre le temps. Il y a un événement grave qui est arrivé. C'est une mort. On prend-tu 2 minutes pour arrêter? Maintenant, on le fait plus. On prend plus de 2 minutes. On n'a plus tout ce côté sacré-là. Je pense qu'on brûle des étapes dans cette vie effrénée de dire, on va vite, puis on veut pas l'avoir, la mort. On veut plus l'avoir. Tu sais, moi, les urnes, le cercueil ouvert, tu parles ça aux jeunes, ils font, un cercueil ouvert. Incinération, ouais, mais t'es plus confronté au corps. Pourtant, ça existe, là. Ouais. On meurt. Moi, je pense que de faire l'effort, tu sais, j'ai déjà eu cette vision-là de me voir avec mes 2 frères, creuser la tombe, c'est un de mes 2 parents décèdent, tu sais, de faire en sorte, hey, en tant que frère, on va creuser en se remémorant des souvenirs, tu sais, puis qu'on fasse l'effort ou qu'on aille justement, tu sais, souvent les gens, ils gardaient justement le corps quelques jours à la maison aussi, tu sais, dans une pièce. Puis ça faisait partie du rituel, parce que pour vraiment pour prendre le temps, tu sais. En santé mentale, j'ai un ami qui est marié avec un Italien d'un vieux village, et sa belle-mère est décédée, elle s'est rendue là-bas. Ils ont gardé le corps à la maison. Pendant 3 jours, ils l'ont veillé. Tout le monde amenait de la bouffe, tout le monde buvait, fêtait. Puis de temps en temps, il y en avait un qui montait dans la chambre, puis il s'assisait à côté de la mère, puis il parlait à la mère. Puis ils ont vécu le deuil de même. Puis après, ils demandent aux gens, sortez de la maison, on va sortir le cadavre. Puis ils sortent le cadavre, ils le mettent dans le corbillard, mais vitré. Et ils marchent derrière. Puis là, elle m'a expliqué ça. Je me suis dit, ben c'est bien beau. Ils ont été 2 à 3 jours, vraiment, nuit et jour, avec le corps, dans le lit. Ils ont lavé la dépouille, ils en ont pris soin parce qu'il y a une décomposition rapide. Puis je me dis, waouh, c'est vraiment, t'es collé dessus, là. Tu fais dodo, elle est en haut et elle est morte, là. Ouais. C'est quelque chose, là. J'ai trouvé ça cute. Elle a dit, moi, j'ai trouvé ça super étrange parce qu'au Québec, on fait pas ça, là. Tu laisses pas le corps dans la maison. C'est comme, il est mort. C'est clair. Puis encore là, il y a tout ce droit-là aussi de réglementer, de bureaucratiser la mort. C'est comme s'il fallait qu'il soit au cimetière dans un endroit X. Mais si jamais je veux l'enterrer dans le champ de mon enfance, au pied de l'arbre qu'on grimpait quand on était jeune, c'est comme si c'était devenu illégal de traiter nos morts. Même, c'est pareil pour la naissance. Faut qu'il naisse à l'hôpital, faut qu'il s'enregistre en dedans de 2 semaines avec un nom puis un numéro d'assurance sociale. C'est dommage. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais je pense qu'il y en a. Je pense qu'ils ont été obligés de mettre une règle parce qu'on est 4-5 millions. Puis ils se disaient peut-être qu'il y en a des sans-dessins qui vont enterrer ça passer creux, puis l'orteil va dépasser, puis le chien du voisin va partir avec. Puis ils vont l'enterrer à des places, ça va puer, ça va polluer les eaux. Tu sais, si les gens ne seraient pas une tendance un petit peu, je ne dirais pas, on n'aurait peut-être pas autant de règles. Tu sais, t'achètes une chaîne ça, puis c'est écrit ne pas s'arrêter avec la main. Ben, ça devient-tu l'idée d'arrêter ça avec une main, toi? Non, mais il y a quelqu'un qui a sûrement fait ça. Je pense qu'ils ont mis des règles en place pour quelques-uns qui auraient enterré maman un petit peu trop proche.
de la terre, là, tu sais, les deux doigts qui sortent. Fait que c'est moche parce que c'est nous, le commun des mortels, qu'on n'a plus accès à une cérémonie plus longue. Tu sais, on peut pas prendre soin du corps, on peut pas. C'est vrai que ça serait beau, ça, de dire, hey, je prends soin du corps, j'ai lavé, on en prend soin, c'est notre responsabilité, ça fait partie de la famille, on creuse une tombe. Ouais. Ça serait tellement génial. Ouais. Honorer la mémoire d'une personne. Ouais. Une autre expérience, c'est un peu exotique, touristique. Au Mexique aussi, ils font faire des défilés pour les jours de la mort, le 1er, le 2 novembre, dans les rues. Oui. Les gens, ils se maquillent. Puis là-bas, j'ai jamais vu des... Tu sais, ici, t'as des masques pour enfants, c'est cute, là, le petit squelette, la petite princesse. Là-bas, c'est des masques de zombies avec des bébés morts qui poussent, là. C'est vraiment dark, c'est lugubre. Je suis comme, OK, il y a un autre... C'est pas aussi tabou, là, le côté horrible de la mort. Mais... d'aller toute une personne dans les cimetières de nuit avec des chandelles, la tequila, les guitares, de festoyer assis sur les tombes. Avec les morts. C'était cool, tu sais. Puis tu vois, mettons, tu vois tout le monde sur le bord des routes s'arrêter. C'est comme si, mettons qu'il y a eu un accident de voiture, il y a une petite croix sur le bord de la route. Les gens, ils vont à chaque année, le jour des morts, se recueillir sur la tombe de leurs morts. Ça fait partie des traditions, tu sais. Nous, même quand ils sont enterrés, nos personnes, on les oublie vite, tu sais. Vraiment vite. On les a sur un petit signet, puis un petit portrait, mais on va aller les voir, aller dire une phrase, porter une fleur, juste de faire le symbole, le geste. Ouais, de retourner au cimetière. Je pense que les personnes âgées qui sont peut-être plus près de la mort ou des vieilles traditions vont aller au cimetière. Mais c'est quand la dernière fois que tu es allé au cimetière? Ouais. Moi, je suis allée récemment parce que j'ai un ami qui est décédé. Mais sinon, qui va au cimetière prendre une marche puis se recueillir et dire « Ah, il est parti, il est mort. » Puis de penser, tu sais, juste respirer, vivre que la vie, la mort, c'est là. Mais pour conclure, là, je me dis, je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir peur de la souffrance puis de la peine. Je pense que une grosse crise de larmes, puis de la peur, puis de la peine, ça fait partie d'un deuil. Mais avant ça, moi, je me souhaite l'éternité. Puis à toi aussi, on fait du chin-chin à l'éternité. Chin-chin à l'éternité. Yes. Et au deuil conscient, puis du cœur. Oui. Posé. Oui.